Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour cette édition spéciale. En plateau avec nous, comme nous vous l'avons annoncé, le préfet de région Alexandre Rochat, qui sera ici pour répondre bien sûr à mes questions, mais aussi aux vôtres. Et je vous demanderai d'être précis, d'avoir des questions claires et vraiment de poser des questions afin que nous puissions avancer sur ce sujet qui fait couler encore, et je dirais encore et encore, beaucoup d'encre, ce sujet du Covid-19, mais surtout aujourd'hui de la vaccination, des gestes barrières, et il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent à ce niveau. Monsieur le préfet, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors tout d'abord, un point sur la situation actuelle. Alors, que se passe-t-il en Guadeloupe, puisque les regards sont vers la Martinique et d'autres régions de France, mais en Guadeloupe, qu'en est-il exactement? Bien, en Guadeloupe, là, vous parliez de la Martinique avec des chiffres qui sont très élevés dans l'île Sœur. En Guadeloupe, on est en train de prendre le même chemin. Concrètement, je le disais mardi, on est rentré dans la 4e vague et on est en train de s'accélérer sur cette 4e vague. J'ai eu les chiffres des 3 premiers jours de la semaine, alors ils ne sont pas encore consolidés, mais on est à plus de 400 cas positifs. Je rappelle qu'en une semaine écoulée, la semaine précédente, on était à 280 cas. Donc ça veut dire qu'on a, juste en 3 jours, on a déjà dépassé très largement et on va presque doubler les chiffres. Donc je pense qu'on va terminer la semaine avec des taux très élevés, c'est-à-dire un taux d'incidence qui va être au-dessus de 100 pour 100 000 habitants. On était à moins de 50 la semaine dernière, un taux de positivité qui qui dépasse les 5%. Et donc on va avoir un très grand nombre de cas positifs qui continuent à arriver. Et donc on est vraiment dans la 4e vague et on est sur un schéma qui est vraiment très proche de celui de la Martinique avec 2 ou 3 semaines de retard. Alors plusieurs questions là-dessus, puisque l'intérêt, monsieur le préfet, c'est de poser les questions que se pose cette population guadeloupéenne. Donc est-ce dû au variant Delta? Première question là-dessus. Alors aujourd'hui, on a quelques cas de variant Delta qui ont été vus et qui sont détectés en Guadeloupe, mais on n'a pas une circulation active du variant Delta. À la différence, je comprends cette question parce qu'elle est importante, à la différence de ce qu'on a connu dans certains départements de l'Hexagone. Vous vous souvenez, on avait parlé des Landes, où il y avait une explosion très forte, mais qui était due au variant Delta. En Martinique comme en Guadeloupe, on a une circulation qui est plutôt une circulation du virus qu'on connaissait jusqu'ici, avec très peu de variants. Il y en a quelques cas, mais ce n'est pas ça qui explique cette explosion très forte. Alors, comment expliquer cette explosion, justement? C'est assez compliqué, mais ce qui est certain, c'est que on le voit, et je pense que tout le monde en a bien conscience, dans la population, on s'est libéré d'un certain nombre de contraintes. Malgré les consignes qui étaient de toujours respecter les gestes barrières, de garder le masque quand c'était nécessaire, on voit bien qu'il y a de plus en plus d'activités de fêtes, de rassemblements sur la voie publique qui ne respectent plus ces règles. Et donc petit à petit, les gens se sont recontaminés les uns avec les autres. Il y a une population qui est particulièrement importante en termes de contamination, ce sont les jeunes de moins de 30 ans, qui sont une part importante des personnes contaminées qu'on voit grâce à la cellule riposte. Il y a énormément de fêtes qui sont organisées. On a d'ailleurs un cluster qui a été référencé aujourd'hui qui est issu d'une pool party, c'est-à-dire d'un rassemblement de personnes autour d'une piscine et qui ont eu une activité festive sans aucune barrière, sans distanciation. Et là, on a un très gros cluster qui vient de se déclencher. Alors, et nous irons franco, monsieur le préfet. Ce sont les vacances. Il y a beaucoup de vacanciers qui viennent sur le territoire de la Guadeloupe, puisqu'on a vu qu'il n'y a plus de motif impérieux entre la Guadeloupe et l'Hexagone. Est-ce qu'on ne peut pas trouver la solution à ce niveau-là, puisque beaucoup de jeunes viennent en Guadeloupe, beaucoup de touristes en Guadeloupe? Alors, est-ce que ce n'est pas sur cela qu'il faut jouer? Alors, c'est peut-être une des origines, mais enfin, j'ai demandé aujourd'hui, on a fait un sondage sur les vols. Ça permettra de faire le lien avec le sujet que vous voulez aborder tout à l'heure. Sur les trois vols qui arrivent de l'Hexagone aujourd'hui, on a fait le point, il y a 60% de vaccinés sur les vols. Donc, il n'y a pas d'obligation, comme vous le savez, de voyager quand on est vacciné. On a déjà 60% de vaccinés. Ce qui veut donc dire que les gens qui arrivent de l'Hexagone sont dans une démarche de protection, parce qu'il y a beaucoup de vaccinés, plus que la proportion ici en Guadeloupe. Et je rappelle qu'ils font tous un test avant de venir. Donc concrètement, on ne peut pas lier l'augmentation de notre épidémie locale avec l'arrivée des gens qui viennent de l'extérieur. Qui plus est, on parle beaucoup des gens qui viennent de l'extérieur en ce moment, mais vous savez que des gens qui vont à l'hôtel et qui viennent de l'Hexagone pour aller à l'hôtel et donc avoir une activité touristique classique, c'est 1/3 des personnes qui viennent. Les 2/3 sont plutôt des gens qui reviennent en Guadeloupe et qui vont dans leur famille.
Et donc c'est peut-être là où on a une question effectivement à se poser, puisqu'il y a une obligation de respecter une septaine à ce moment-là. Je ne suis pas sûr que tout le monde la respecte. Et une fois qu'on est dans sa famille, eh bien, on a une circulation. Je ne dis pas que le virus est venu avec ces gens, je dis juste qu'on augmente la circulation et les activités familiales dans lesquelles on ne fait pas attention aux gestes barrières. Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui affirmer que les personnes vaccinées ne peuvent pas transmettre le virus? Est-ce qu'on peut le dire? Le Premier ministre l'a dit, il y a eu des chiffres qui ont été faits au niveau national sur la contamination qui a lieu au niveau national. Vous savez aussi qu'elle augmente très fortement au niveau national. 96% des contaminés... où on a vu que les chiffres vraiment ont flambé. Exactement. 96% des gens qui sont contaminés n'étaient pas vaccinés. Voilà un chiffre qui est quand même assez important et qui pose bien le fait que la vaccination est la seule solution aujourd'hui pour se protéger individuellement, pour éviter de contaminer les autres et donc de protéger collectivement la société. On peut vous opposer aussi des cas où des personnes vaccinées ont eu ce virus. Quand je dis 96%, ça veut dire qu'il y a 4% des gens qui peuvent avoir le virus en étant vaccinés. D'ailleurs, on le dit, la protection vaccinale de Pfizer, c'est 95%. Ça veut donc dire que sur 100 personnes vaccinées, il y en a 95 qui ne développeront pas de maladie et qui ne pourront pas la transmettre. En revanche, il y a toujours 5% des gens qui peuvent le faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a gardé les tests en venant de l'Hexagone, y compris pour les vaccinés. Et c'est pour ça qu'on demande de garder le port du masque, y compris pour les vaccinés, quand on a des activités où on est les proches les uns des autres. D'accord. Alors, il est dit que la Guadeloupe sera en urgence sanitaire d'ici la semaine prochaine. Est-ce vrai? Honnêtement, les chiffres que je viens de vous donner et qui montrent qu'on est en train de petit à petit de rattraper la Martinique montrent qu'il va falloir prendre des mesures assez fortes pour empêcher concrètement. Vous me posiez la question tout à l'heure avant qu'on commence l'émission. En réanimation, aujourd'hui on a 12 personnes en réanimation. On est sur un niveau qui est acceptable pour le CHU, même si on espérait descendre plus bas. Mais on sait très bien qu'avec l'augmentation du nombre de cas positifs, on va avoir nécessairement une augmentation du nombre de personnes à l'hôpital. Et comme vous le savez, c'est notre principal sujet de préoccupation, l'hôpital et la capacité de réanimation. Il va donc falloir qu'on se mette en condition de pouvoir prendre des mesures. Et rentrer en état d'urgence sanitaire, c'est une de ces possibilités. C'est-à-dire que ça permet de prendre des mesures administratives de contrainte, mais qui vont nous permettre, je l'espère, de passer cette quatrième vague. Urgence sanitaire veut dire contrainte? Urgence sanitaire veut dire capacité d'avoir des mesures à la main du préfet ou du gouvernement pour, dans certains territoires, le faire. Ça s'est traduit pour la Martinique par la mise en œuvre du couvre-feu, par exemple. Quelles sont les mesures appliquées tout de suite? Depuis mardi dernier, on a généralisé le port du masque dans l'ensemble des secteurs dans lesquels on peut s'établir à la fois à l'intérieur comme à l'extérieur. À l'intérieur, c'était déjà le cas, mais à l'extérieur, on l'avait relâché, vous savez. Et donc, je demande vraiment à ce qu'on porte le masque. D'ailleurs, j'ai rétabli l'arrêté. Il y a un certain nombre d'autres mesures qui existent. Elles existent encore, il faut simplement les respecter. Et je pense que s'il y a un message à faire passer, c'est vraiment sur l'organisation de fêtes. Je comprends que tout le monde ait envie de s'amuser, qu'on soit en période de vacances, qu'on a envie de se retrouver. Mais on peut très bien le faire en respectant les gestes barrières et en gardant son masque, parce qu'aujourd'hui, c'est bien ça qui est à l'origine de la contamination. Les fêtes, les activités festives, mais aussi les rassemblements sur la voie publique, à titre culturel ou à titre de revendication, elles doivent aussi respecter les distanciations et les gestes barrières, et respecter aussi le port du masque, parce que c'est potentiellement des endroits où on se retrouve les uns à côté des autres et qui sont des zones de contamination. D'accord, alors si les choses continuent à évoluer, est-ce que d'ici la semaine prochaine, on peut s'attendre à un durcissement des mesures? Je crois qu'il faut qu'on envisage, et je le fais en ce moment en liaison avec le gouvernement et avec le ministère des Outre-mer, oui, il faut envisager un certain nombre de mesures qui nous permettront de ralentir la circulation du virus. On en est encore là. Et pourquoi est-ce qu'on en est encore là? Tout simplement parce qu'on a un taux de protection et d'immunité collective qui est très faible. Aujourd'hui, c'est les gens qui ont leur schéma vaccinal complet en Guadeloupe, c'est-à-dire qui sont vaccinés et protégés, c'est à peine 16%. Nous en parlerons d'ici quelques instants. Lorsque nous parlons de durcissement des mesures, qu'est-ce que cela implique? Je ne peux pas encore vous dire, il faut qu'on fasse le point sur l'origine des contaminations, sur les manières d'agir qu'on pourra avoir. Il y aura vraisemblablement la mise en place d'un couvre-feu la semaine prochaine, si les chiffres continuent à être aussi élevés. Couvre-feu d'ici la semaine prochaine. Alors, est-ce que l'objectif aujourd'hui du gouvernement, est-ce que l'objectif ici et ailleurs, c'est de favoriser une vaccination de masse?
Le gouvernement ne s'en cache pas, et moi non plus, je le redis. La seule manière qu'on a aujourd'hui de se protéger de ce virus et des vagues successives qui arriveront, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, si on n'a pas une capacité à se protéger collectivement, on aura des vagues qui vont arriver les unes après les autres. Donc il y a deux solutions pour maintenant, honnêtement, pour essayer de se préserver du Covid et de ses conséquences dramatiques, et notamment l'hôpital. La première solution, c'est de s'isoler, de dire qu'on va attendre, et on va se confiner régulièrement de vague en vague. Et donc on arrêtera toute activité économique, on arrêtera toute activité sociale le temps que la vague passe. C'est ce qu'on a fait l'année dernière. Et puis il y a l'autre solution, c'est de se protéger collectivement. Et de se protéger collectivement aujourd'hui, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de se faire vacciner et d'avoir un taux de vaccination important. Est-ce qu'il fallait obligatoirement passer par cette contrainte, c'est-à-dire obliger notamment les professionnels de santé à se faire vacciner? Est-ce qu'il n'y avait pas une autre solution, une autre manière de faire? Je crois que l'autre solution, on le fait depuis très longtemps, c'est l'explication, la pédagogie, la prise de conscience et de responsabilité de tous ces gens qui sont au contact de la population. Mais au-delà de cette obligation pour le personnel de santé, d'ailleurs je précise qu'il y a déjà des obligations de vaccination pour le personnel de santé. Aujourd'hui, quand vous voulez être infirmier ou à l'hôpital, vous avez déjà des vaccins qui sont obligatoires. Donc ça fera un vaccin de plus obligatoire pour le personnel de santé. Moi, j'invite toute la population à se faire vacciner. Parce qu'en fait, au-delà des professions pour lesquelles c'est obligatoire, il faut que l'ensemble des gens qui côtoient des personnes fragiles, c'est-à-dire en fait chacun de vous et de nous soyons vaccinés pour nous protéger et pour protéger les autres. Que dire à ceux qui crient haut et fort que c'est une atteinte aux libertés? Aujourd'hui, il y a déjà 11 vaccins qui sont obligatoires en France. Personne n'a jamais crié une atteinte à la liberté. Quand on a rendu obligatoire le vaccin contre la polio dans les années 60, je ne crois pas avoir entendu des gens à l'époque crier contre une atteinte à la liberté. Ça a éradiqué cette maladie. Je pourrais donner tous les autres exemples de la vaccination qui ont fonctionné dans l'histoire de la santé et que tout le monde glorifie. Et on peut penser à Pasteur qui a commencé à travailler sur le sujet. Donc en fait, la liberté individuelle, elle est importante, mais elle ne peut pas engager la liberté collective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une minorité de gens qui ne veulent pas se faire vacciner ne peuvent pas emporter l'absence de liberté pour tous ceux qui ont choisi de se faire vacciner et qui veulent continuer à avoir une vie la plus ordinaire possible. On sait qu'il y a un besoin de personnel de santé et lorsqu'on lit un petit peu les articles, lorsqu'on écoute les différents médias, on se rend compte qu'il y a déjà des personnes qui ont décidé de démissionner parce que ces personnes ne veulent pas se faire vacciner. Alors là, est-ce qu'on ne se dit pas qu'il y a quand même un réel problème? Oui, il y a sûrement un problème de personnes qui n'ont plus envie d'exercer cette profession. Vraisemblablement, ça arrive. La profession de santé, ce sont souvent des vocations. Et donc parfois, les vocations ont des difficultés à rester dans la durée, ce qui est tout à fait compréhensible. En revanche, moi je sais, puisque je suis en contact avec la direction du CHU, c'est que depuis que le président de la République s'est prononcé, il y a aussi énormément de personnel du CHU qui se fait vacciner. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une prise de conscience de ce côté-ci. Donc on ne peut pas dire que tout le monde est opposé à la vaccination. Il y a aussi beaucoup de personnels de santé qui sont vaccinés et qui se font vacciner. Alors au-delà du personnel de santé, toujours dans ce volet vaccination, est-ce que les patrons, les chefs d'entreprise auront cette obligation de pousser leurs salariés à se faire vacciner? Alors, pour l'instant, la loi est encore, comme vous le savez, elle est encore à l'étude au Parlement, puisqu'elle est à l'Assemblée nationale aujourd'hui, elle sera au Sénat demain. Les différents amendements ont été rejetés. Il y a des amendements, il y a beaucoup d'amendements qui arriveront au Sénat aussi ensuite. Donc il y a encore pas mal d'évolutions qui vont se passer. Ce qui va être obligatoire, c'est le pass sanitaire. Donc l'obligation, c'est le pass sanitaire. Et le pass sanitaire, comme vous le savez, c'est là où la liberté continue à s'exercer. C'est soit la vaccination, schéma vaccinal complet, soit faire des tests PCR ou des tests antigéniques régulièrement pour être sûr qu'on n'est pas contaminant et contaminé. Soit être dans une phase dans laquelle on n'est plus contaminant puisqu'on a eu la Covid dans les 6 mois qui précédaient. Dans les 6 mois qui précédaient. Et donc l'obligation, elle sera de satisfaire au pass sanitaire. Pas l'obligation d'être vacciné, mais de satisfaire au pass sanitaire. Ouais. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ce test PCR aussi. Donc, il y a beaucoup de gens qui en ont peur, il y en a beaucoup qui le font, parce qu'on a aujourd'hui en Guadeloupe, la semaine dernière, on avait presque plus de 7500 personnes qui ont été testées. Donc ça veut dire que toutes les semaines, vous avez entre 6000 et 8000 personnes guadeloupéennes et guadeloupéens qui sont testés régulièrement parce que
parce qu'ils sont à risque parce qu'ils sont cas contact, parce qu'eux-mêmes ont des soupçons, ou parce qu'ils doivent voyager, ou parce qu'ils doivent faire une activité qui nécessite qu'ils fassent un test. Avec aussi la possibilité ou le risque, plus on a de personnes qui se font tester, plus on a aussi de personnes, en tout cas on a une visibilité sur les personnes qui sont atteintes du Covid. Oui, mais plus on teste, plus on est capable d'aller au-devant des chaînes de contamination. Si vous testez beaucoup de personnes, vous verrez tout de suite les gens qui sont positifs. Si vous testez peu de personnes, eh bien, il y a plein de personnes qui ne se font pas tester mais qui sont positifs. Ils peuvent être asymptomatiques. Vous savez que cette maladie est quand même terrible puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui développent cette maladie sans avoir aucun symptôme et donc sans savoir qu'ils sont contaminants. Et s'ils ne se font pas tester, ils ne le savent pas. Et s'ils sont testés 3 ou 4 jours après, eh bien, pendant 3 ou 4 jours, ils auront été contaminants et ils auront pu transmettre la maladie. C'est pour ça que c'est important de se tester vraiment tout de suite dès qu'on a un soupçon et donc de ne pas hésiter à faire des tests PCR ou antigéniques. Au niveau du milieu professionnel, ces gens refusent de présenter ce pass sanitaire. Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prises ou qui seront prises? Alors ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est la loi qui le prévoira, donc on pourra en reparler quand les différentes modalités auront été définies, mais il y aura une obligation de présenter ce pass sanitaire, puisqu'on le demande aux personnes qui fréquentent les établissements, c'est normal qu'on le demande aussi aux personnes qui sont au contact de ces clients. Alors concernant cette rentrée, on en parle déjà rapidement, nous aurons l'occasion de nous revoir pour peaufiner tout cela, mais concernant la rentrée, est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que les enfants devront se faire eux aussi vacciner ou présenter un pass sanitaire? Alors, je crois que le ministre de l'Éducation s'est déjà prononcé sur le sujet, ou le gouvernement, en disant qu'il n'y aurait pas de pass sanitaire pour les écoles. En revanche, on va privilégier, comme on le privilégie aujourd'hui déjà, la vaccination pour les 12-18 ans. Vous savez qu'elle est ouverte pour cette partie de la population. Et donc, il y aura une campagne qui sera faite pour appeler à la vaccination de ces mineurs qui rentreront à l'école, pour ceux qui ont plus de 12 ans au collège et au lycée. Avec le consentement des parents? Bien sûr, évidemment. Je vous rappelle que cette émission est interactive, donc vous pouvez nous appeler, mais surtout, des questions courtes, des questions précises pour que nous puissions avancer sur ce dossier. Alors maintenant, Monsieur le Préfet, donc ce sont les vacances, vous avez dit qu'il va falloir cheminer ensemble. Est-ce qu'il s'agit de mener une action coordonnée avec la Martinique pour essayer de faire en sorte que ce virus ne se propage pas trop rapidement ici en Guadeloupe, sachant la situation en Martinique? Oui, bien sûr. On travaille beaucoup avec la Martinique parce que, comme vous le savez, on est solidaire en termes de santé. C'est-à-dire que quand on a ici, nous, en Guadeloupe, quand on a connu des épisodes où on avait beaucoup de personnes en réanimation et qu'on avait un effet pour éviter la saturation, on a transféré et évassané des gens vers la Martinique. Et de l'inverse a été vrai aussi. La Martinique a évassané vers la Guadeloupe. Donc on a une solidarité zonale ou régionale avec eux, solidarité qui s'applique aussi avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy, je ne l'ai pas dit, mais la situation à Saint-Martin continue à être problématique. Ils n'ont pas diminué énormément, donc il y a toujours des cas. Et puis à Saint-Barthélemy, on s'aperçoit qu'on a un nombre de cas qui commence à augmenter aussi, exclusivement chez des gens qui ne sont pas vaccinés d'ailleurs, pour Saint-Barthélemy. Donc voilà, donc on a toute cette situation-là qui est un peu compliquée, donc on travaille beaucoup avec la Martinique, effectivement, déjà pour essayer de comprendre ensemble d'où vient cette contamination et voir l'application de procédures qui marchent ou qui ne marchent pas en Martinique pour qu'on puisse, nous, avoir un retour d'expérience ici en Guadeloupe et faire de la même façon. Ne craignez-vous pas qu'il y ait un effet contagion par rapport à la Martinique? On a vu ce mouvement social où des centres de vaccination ont été pris d'assaut, où il y a eu cette grosse manifestation. Alors, est-ce que vous ne craignez pas un petit peu que la même chose, puisqu'on voit déjà des ébauches de manifestations, est-ce que vous ne craignez pas que ça se passe de la même manière ici? Je crois qu'en Martinique, mais je ne suis pas préfet de la Martinique et c'est lui qui serait mieux à même que moi pour en parler, je crois que la situation politique et sociale était différente et est différente de la Guadeloupe en ce moment. Donc effectivement, on a un nombre d'opposants qui s'expriment. Il y a une manifestation qui est annoncée à Basse-Terre demain. Il y a un autre mouvement devant le CHU samedi. Donc les gens expriment le fait qu'ils sont opposés à la vaccination, ce qui est tout à fait entendable, hein, si cette manifestation se passe dans le calme. Je ne crois pas que
voilà, je pense qu'en Guadeloupe, on n'est pas arrivé à des extrémités que celles qu'on a connues en Martinique. Et voilà, et j'appelle de mes voeux évidemment à la responsabilité de chacun. On a le droit d'exprimer son opposition, mais en restant évidemment dans une capacité de s'exprimer qui permettent de respecter tout le monde et de respecter aussi l'ordre public, bien évidemment. Je reviendrai avec vous sur quelques autres questions, mais juste avant, un appel de téléspectateurs. Bonsoir. Votre question, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, alors, madame. Je suis infirmière. Déjà, je veux juste rebondir sur ce que monsieur le préfet a dit par rapport aux anciens vaccins qui étaient faits, qui sont obligatoires. Juste une précision, les anciens vaccins, à ma connaissance, n'étaient pas des ARN messagers. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que professionnels de santé, il y en a beaucoup qui ne sont pas vaccinés, notamment des infirmiers. Avec un recul, entre guillemets, socio-médical, on a cette capacité à dire non. Pourquoi on n'entend pas le non? Je ne parle pas de M. Rochat, je parle surtout de notre président qui a pris la décision de mettre un vaccin obligatoire, nous mettre une épée de Damoclès au 15 septembre, nous confronter à une problématique qui est où tu te vaccines, où tu te fais mettre à la porte. Je ne trouve pas ça, et je ne suis pas la seule, nous sommes des milliers en Guadeloupe qui sont mobilisés à ne pas comprendre cette démarche. Donc, il faudrait aussi être honnête dans le discours, à savoir que la thérapie génique qui est mise en place n'est pas un vaccin. Faut mettre des mots là où ils sont. Ce n'est pas un vaccin. Ce n'est pas le coronavirus qui a été désactivé comme les anciens vaccins qui étaient à l'époque, comme il a pris l'exemple de la tuberculose, etc., etc. Donc voilà, moi c'était juste mon intervention pour vraiment mettre les choses à leur place et entendre le peuple qui dit non. C'est tout. Merci, madame. Monsieur le préfet. Merci madame. Alors moi je ne suis pas infirmier, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas rentrer dans ce débat. Simplement, je veux juste préciser que parmi l'offre vaccinale qui existe, il y a des vaccins ARN messagers, effectivement, mais il y a aussi des vaccins plus classiques, si vous me permettez cette expression, AstraZeneca et Johnson & Johnson. Donc en fait l'offre est complète. Donc les gens qui ne veulent pas ont des doutes sur le sujet ARN messager, mais qui n'est pas de la thérapie génique, qui est bien un vaccin. D'ailleurs, ça a été breveté par des Français en 1965, je crois. Donc, on a aussi beaucoup de recul sur ces produits. Et donc, on a les offres complètes. Donc, on peut choisir soit de l'ARN messager, soit des vaccins plus classiques. Donc, le Pfizer, lui, il n'est pas... Il est ARN messager. Donc, et beaucoup de gens... sont friands, entre guillemets, de Pfizer. Oui, mais il y a toujours de l'AstraZeneca qui est disponible aussi ici, chez nous, chez les médecins de ville ou en pharmacie. D'accord. Autre question, bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir, monsieur Ochet. Bonsoir, madame Boissel. Bonsoir, madame. Alors, monsieur Ochet, je voudrais vous poser une question. Quand vous avez décidé de réouvrir l'aéroport, d'accord, sur un support sur un support testière de 72 heures. On est d'accord jusqu'à là? Vous savez très bien qu'un test PCR n'est pas significatif sur 72 heures. Il peut être négatif aujourd'hui et l'être le lendemain. Donc, au moment du voyage, cette personne peut être porteuse du virus. Vous avez quand même ouvert l'aéroport au profit financier des grosses compagnies, en mettant en danger la population guadeloupéenne. Aujourd'hui, vous demandez qu'il y ait un pass, même sur un terrain de sport ouvert, vous voulez qu'il y ait un pass sanitaire. Alors, j'ai envie de dire que tout ceci tourne autour des 4 millions de vaccins qui ont été commandés et qu'il s'agit purement et simplement d'un effet financier. Ça n'a rien à voir. Et là, vous êtes en train de tourner en bourrique la population guadeloupéenne, sauf qu'aujourd'hui, vous faites de cette population une population révoltée. Dites les choses clairement, purement, et comme ça, on prendra les mesures qui s'imposent. Si on doit se faire vacciner, on se le fait. Si on n'a pas envie, on ne sera pas dans l'obligation. Nous ne sommes dans aucune obligation. Nous sommes dans une vie avec un choix. Voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà. Alors, ce choix, obligation et choix. Mais je vais le redire, moi, le choix. Il est assez clair. Soit on essaye de faire le dos rond et on voit les vagues du Covid arriver les unes après les autres sur la Guadeloupe, comme sur les autres endroits dans lesquels la vaccination ne sera pas forte. Et auquel cas, ce n'est pas l'aéroport qu'il faut fermer, c'est tout. On ferme tout et on vit dans une bulle. Mais que quelqu'un m'explique comment est-ce qu'on peut vivre dans une bulle
aujourd'hui, alors que l'ensemble des échanges avec l'extérieur sont la raison d'être même de l'ensemble de la Guadeloupe et des Guadeloupéens, puisque c'est comme ça qu'on vit avec l'extérieur. Donc il est absolument illusoire d'imaginer qu'on peut vivre dans une bulle. Et donc comme on ne peut pas vivre dans une bulle, et d'ailleurs, je précise que effectivement, les tests PCR sont de moins de 72 heures quand on parle de la métropole. Je précise qu'on les a rendus obligatoires pour tout le monde et qu'à l'arrivée en Guadeloupe, il faut faire un auto-isolement de 7 jours et faire un test à l'issue. C'est pas pour rien, c'est pour ça que ça a été mis en place. Ensuite, effectivement, donc les deux soit on vit dans une bulle complète, et dans ce cas, mais que quelqu'un explique comment c'est possible, comment on peut organiser cette vie dans une bulle totale en Guadeloupe, soit il faut qu'on arrive à une immunité collective et une protection collective. Et la protection collective, j'en suis désolé, moi je n'ai pas d'autre solution que de proposer la vaccination. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui la propose, ce sont l'ensemble des médecins et accessoirement l'ensemble des pays qui sont développés aujourd'hui partout dans le monde, qui développent une réponse face à la Covid, qui n'ont que cette réponse-là, qui est celle de la vaccination. Donc on ne parle pas de commande de 4 millions de vaccins. D'ailleurs, on n'est pas à 4 millions, puisque je rappelle que dans l'Hexagone, c'est 60% de la population qui est vaccinée. Donc vous pouvez compter le nombre de millions de vaccins qui sont nécessaires et qui ont été commandés. Donc ce n'est pas une affaire de gros sous, ce n'est pas ce genre de sujet. Et ensuite, si vous me permettez, la question de l'ouverture de l'aéroport, c'est pas pour favoriser les compagnies aériennes, mais bien pour favoriser les gens qui voulaient venir en Guadeloupe. Et je signale qu'il y a 2/3 des passagers qui sont dans les avions qui viennent de l'Hexagone depuis début juillet, qui sont des Guadeloupéens ou des Guadeloupéens d'origine qui veulent revenir dans leur famille et voir leur famille. Donc ne me dites pas que c'est moi qui ai autorisé l'aéroport pour faire de l'argent dans les compagnies aériennes. Oui. Alors, dites-moi, monsieur le préfet, et aujourd'hui c'est la vraie question, pourquoi les anti-vaccins ont plus de résonance au sein de la population que ceux qui sont pour cette vaccination? Parce que c'est toujours plus facile d'être contre quelque chose que d'essayer de le dire. Et puis, on le sait, il y a une défiance assez importante de la puissance publique. Et donc, quand moi je m'exprime, c'est à travers moi, on imagine que c'est... D'ailleurs, c'est pas seulement on imagine, c'est aussi effectivement une partie du gouvernement qui s'exprime. Et donc, de ce fait, il y a cette défiance qui se met en place. Mais moi, j'invite tous ceux qui ne veulent pas m'écouter, qui ne veulent pas écouter l'ARS ou qui ne veulent pas écouter les médecins qui vivent dans l'Hexagone, d'écouter d'autres spécialistes. Le professeur Césaire du CHU peut très bien s'exprimer, il peut très bien expliquer ce qu'est la vaccination et ce que n'est pas la vaccination. Il y a énormément de médecins qui sont présents au CHU, qui traitent en réanimation, qui sont infectiologues, qui traitent donc les conséquences de la Covid-19, qui sont tout à fait aussi capables d'expliquer et qui expliqueront quel est l'intérêt de la réanimation. J'invite à écouter ce que disent les médecins de ville, l'URPS, qui s'est prononcé et qui a fait de la communication sur le sujet. Voilà. Il y a énormément de gens qui communiquent aussi. Il faut aussi les écouter, il faut aussi vouloir les écouter et comprendre les arguments. Alors, est-ce que les élus sont vos alliés pour cette campagne de vaccination? Les élus guadeloupéens? Les élus sont effectivement les alliés, on travaille avec eux. Moi, je les vois toutes les semaines en comité des élus, vous le savez. J'ai déjà expliqué comment on fonctionnait. Je sais que la région a organisé avec le département lundi une réunion pour évoquer le sujet de la vaccination et de la mise à disposition peut-être d'autres centres de vaccination ou peut-être d'un bus mobile qui pourrait se déplacer pour vacciner. Je sais que les maires sont en train de se mobiliser pour une campagne de communication sur la vaccination. Donc oui, on travaille vraiment avec les élus sur le sujet. Alors la population demande et se demande pourquoi est-ce que les élus ne s'affichent pas, est-ce que les élus ne viennent pas communiquer et dire réellement ce qu'ils pensent. Alors est-ce que là aussi il n'y a pas une petite difficulté de s'afficher? Je vous l'ai dit, en revanche, moi je ne peux pas répondre à leur place, donc c'est à eux qu'il faut demander cette chose. Mais moi quand j'en parle avec eux, il n'y a aucune difficulté avec les élus, bien au contraire. Ils sont pour. Oui. Nous récupérons une troisième question. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Alors, ma question pour Monsieur le Préfet, c'est est-ce que lui, sa famille, son épouse, ses enfants, est-ce que vous êtes vacciné? Et juste une petite parenthèse, les soignants qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est pas une vocation qui s'en va, c'est juste que nous n'avons pas beaucoup de recul sur ce vaccin, sur les effets secondaires, notamment l'AstraZeneca, et aussi celui de Pfizer, qui est une thérapie génique qui, vraisemblablement modifie l'ADN, va travailler dans l'ADN d'une personne. Donc voilà, c'est ma question pour Monsieur le Préfet.
Alors, je vais vous répondre. Alors, merci, monsieur. Bonsoir monsieur, merci de votre question. La réponse est oui. Je suis vacciné, d'ailleurs je l'ai montré quand j'ai été vacciné, et ma femme et mes 5 enfants sont vaccinés eux aussi. Et j'ai 5 enfants qui ont entre 25 ans et 19 ans. Voilà, et ils sont tous vaccinés. Et ensuite, le recul, alors on a peut-être moins de recul temporaire que les vaccins qui ont été rendus obligatoires par le passé. En revanche, on a plus de 3 millions de personnes 3 milliards de personnes qui ont été vaccinées. Donc ça fait quand même un recul important depuis plus d'1 an aujourd'hui, donc avec des observations massives sur les conséquences et sur les effets secondaires qui sont mis en place. Et donc voilà, on a l'accélération. On a suffisamment de recul. On a du recul, et on a l'accélération aussi de nos capacités de calcul dans les différents laboratoires pharmaceutiques, qui permettent aussi de modéliser énormément de choses qu'on n'avait pas quand il fallait attendre des années avant de pouvoir diffuser un vaccin. Donc en fait, on a aussi une évolution de nos capacités en termes de science. Alors c'est vrai que lorsqu'un personnel de santé dit « mais nous n'avons pas de recul, nous ne connaissons pas les effets secondaires », alors quand le personnel de santé est frileux, parce que la population, elle, ne sombre pas justement, non pas dans la peur. Alors est-ce que la communication a été suffisamment faite au niveau même du personnel de santé? La communication, c'est un exercice qu'il faut reprendre tout le temps, puisqu'il faut informer. Il faut informer les gens. Mais il y a effectivement du personnel de santé. Les gens, quand Emmanuel Sor le montre, qui sont réticents à la vaccination. Peut-être qu'il y a besoin d'expliquer encore un peu plus ces choses. Mais il y a aussi plusieurs ce soir déjà sur les 3. Il y a aussi du personnel de santé qui est vacciné. Et ça, on leur donne pas la parole en revanche. C'est-à-dire qu'on ne leur laisse pas s'exprimer sur les médias. Moi, je suis désolé, il y a un grand nombre de personnes du CHU de Guadeloupe qui sont vaccinées, ou du CHBT qui sont vaccinées. Commencez par les médecins. La plupart des médecins sont vaccinés au CHU. Et pourtant, on ne leur donne pas la parole. On ne va pas leur demander pourquoi ils sont vaccinés et quelles sont pour eux les conséquences. Alors ici à Canal 10, on ne le prend pas pour nous, puisque la parole est libre. C'est très bien. La parole est libre. Mais est-ce que les personnes vaccinées, justement, n'ont pas peur de le dire? Je ne parle pas forcément des médecins, mais je parle des personnes qui disent oui, et encore aujourd'hui, quelqu'un me disait oui, je vais me faire vacciner, mais je ne le dirai pas. Surtout, tu ne le dis pas parce que moi, je ne le dirai pas. Alors, est-ce que les personnes qui se font vacciner n'ont pas peur, justement, de le dire? Et pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, n'ont pas peur de le dire. Alors, il y a sûrement de ça, vous avez raison. Alors, je pense que la parole se libère aussi de ce côté-ci. C'est-à-dire que des gens qui se font vacciner maintenant n'hésitent plus à le dire, ou n'hésitent pas à dire maintenant qu'ils ont été vaccinés il y a 1 mois. C'est effectivement, ils ont attendu du temps pour le dire. Et mais moi, je les invite à le dire. Je les invite à témoigner, je les invite à expliquer pourquoi ils se sont fait vacciner, et ce que ça leur apporte, et pourquoi ils l'ont fait, pas seulement pour eux, pour les autres aussi. Et ça, c'est important. Ceux qui ne le font pas le disent. Et ceux qui le font ne le disent pas assez. Donc voilà. Il y a un réel problème, de toute façon. Monsieur le préfet, nous récupérons un 5e appel. Rapidement, votre question. Bonsoir. Bonsoir. Oui, allez-y. Oui, en fait, il faut poser une question. Quand il y a des vaccins, et tous ces gens, qui nous fait président là, qui c'est ministre là, pour le pognon, pas manger. Mais là, pour qu'on se vaccine à point, c'est on doit afficher les services à point, c'est bien le dire à tout le monde. C'est vaccin à services à point. Alors, si c'est pour moi, à ce coup de le monde. Merci, monsieur, pour cet appel. Alors, justement, il y a cette mise, je vais dire, ce doute qui continue à exister sur ce vaccin. Qu'est-ce qu'il y a réellement à l'intérieur? Ce monsieur disait, il parlait d'eau oxygénée, mais je pense qu'il parlait surtout soit de sérum Phi, en fait, comme on a entendu, et tout cela. Et je serais tentée de vous dire, monsieur le préfet, que aujourd'hui, on est effectivement dans un climat de défiance, mais de plus en plus dans un climat de peur, parce que les gens, maintenant qu'il y a cette contrainte, cette obligation, mais les gens ont encore plus ce sentiment de devoir faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie. Et ça me poussera à vous poser une autre question juste derrière. Aujourd'hui, que c'est une obligation, est-ce que le gouvernement sera responsable si il y a, on va dire,
des conséquences malheureuses dues à cette vaccination. Vous savez, vous me parlez de peur. En fait, moi, j'ai une peur en ce moment. Et vraiment, le mot est là. C'est qu'on se retrouve en service de réanimation au CHU avec une cinquantaine de patients d'ici 2 semaines et qu'on soit incapable de les traiter. Voilà, moi c'est ça ma peur aujourd'hui. C'est pas la peur de savoir s'il faut se faire vacciner ou pas se faire vacciner concrètement. C'est la peur de ne pas être capable de prendre en compte les gens qui seront contaminés, parce qu'on en a, je vous l'ai dit, on a plus de 400 personnes qui sont contaminées cette semaine. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui sont contaminés de tous les âges et qui vont contaminer des personnes fragiles. Je répète qu'en Guadeloupe, on a 100 000 personnes qui sont atteintes et qui souffrent d'affections de longue durée. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont particulièrement fragiles, donc des gens avec lesquels il faut faire très attention, parce que regardez la moyenne d'âge des gens qui sont décédés et qui ont été placés en réanimation. Ce sont des gens qui sont d'un âge avancé et qui à chaque fois avaient des comorbidités. On a un quart de la population guadeloupéenne qui est sur ce risque important. Et donc moi, c'est ça ma peur aujourd'hui. C'est pas le sujet de la peur de la vaccination ou pas. Ma peur, c'est ça, c'est de ne pas être capable de traiter demain l'ensemble des gens qui seront contaminés dans des formes graves. Alors, est-ce que vous avez déjà, puisque vous dites que votre peur c'est cela, vous avez déjà anticipé, et est-ce que vous êtes déjà prêt à mettre en œuvre certaines mesures pour pallier à cela? C'est tout le travail qu'on est en train de préparer avec une possible entrée dans l'état d'urgence sanitaire. Voilà, l'ensemble des outils qu'on va mettre en place. Le CHU travaille sur sa montée en puissance parce qu'il sait qu'il faut qu'il anticipe les choses avec l'ARS. Donc moi, je ne peux pas m'engager pour ce que l'ARS va décider avec le CHU, mais évidemment, les scénarios sont en train d'être dressés. Ce qui est terrible, c'est que malheureusement, on commence à avoir l'habitude. Pourquoi vous dites malheureusement? Parce que c'est notre 4e vague. Donc ça veut dire que c'est la 4e fois qu'on se prépare à ce genre de choses. Et moi, je ne peux pas imaginer qu'on se dise que ça n'est pas grave et qu'on se préparera à la 5e, à la 6e, à la 7e, à la 8e, la 9e et la 10e vague. Et qu'en 2025, on sera toujours à attendre les vagues successives qui viendront parce qu'on n'a pas décidé de prendre une mesure qui nous permette d'être protégés collectivement. En 2025, peut-être que les gens auront plus de recul sur les vaccins. Non, mais je ne peux pas croire. Enfin, c'est pas seulement un sujet de recul, c'est aussi une volonté ou pas de rentrer dans ce schéma de pensée, de se protéger collectivement. Oui. On a bien vu qu'en Guadeloupe, ça a du mal à prendre. Et c'est vrai que je vous avais posé la question la dernière fois. Comment convaincre cette population? Comment faire pour qu'elle puisse être en confiance? Et c'est bien cela. Et agir en conscience. Il y a déjà 25% de la population... Confiance et conscience. Il y a déjà 25% de la population guadeloupéenne qui est confiante puisqu'elle s'est fait vacciner. Elle est couverte par la vaccination. Donc ça veut dire qu'on a une partie de la population qui l'est déjà. Donc il faut qu'on continue à progresser sur ce sujet de conviction, d'explication. J'ai parlé tout à l'heure d'un certain nombre de médecins qui parlent de la vaccination. On va faire venir au comité des élus le professeur Fischer, qui est le monsieur vaccination national. On va l'inviter à ce qu'il participe à la visioconférence. Là aussi, pour avoir des arguments pour expliquer les choses. Est-ce que les médecins guadeloupéens devraient s'exprimer un petit peu plus ? On les invite à le faire. En même temps, ils ont autre chose à faire aussi. Mais effectivement, je pense que c'est ce qu'on a fait avec l'URPS, donc avec les médecins de la santé de ville, qui se sont exprimés et qui continuent à le faire. Autre appel, bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur le préfet. Bonsoir, monsieur. Tout d'abord, je voulais vous dire que je suis guadeloupéen. Je vais à l'étranger. Et je suis actuellement assez choqué de voir la situation en France, pour le fait que tout le monde est en train de parler de ce vaccin, qu'il faut prendre le vaccin. Moi, je suis pas vacciné pour le coup, mais on sait très bien actuellement que, par exemple en Angleterre, que vous pouvez être vacciné, vous attrapez le virus, vous allez le transmettre également. Ce que vous partagez à chaque fois, c'est toujours de protéger les autres. Alors qu'en fait, on sait très bien avec les statistiques actuelles, on peut voir qu'en Angleterre, ça ne sert pas à grand-chose, plus ou moins. Et c'est le message que vous prenez au maximum, alors qu'il y a d'autres solutions. Et j'aimerais juste savoir, sachant que tous les autres pays européens, ils ont trouvé des autres solutions. Lesquelles, monsieur? Lesquelles? Par exemple, actuellement, moi je suis à Malte, Moi, je suis à Malte. Et ils devaient passer plus ou moins, ils voulaient plus ou moins le faire obligatoire, et ils ont changé au dernier moment Et maintenant c'est tout à fait possible tant qu'on garde les masques,
il n'y a pas de problème en fait. Et si comme vous le dites, en fait, on n'est pas avec le masque, on est protégé, pourquoi aller se faire vacciner en fait? Il y a tout ça aussi. Donc c'est plus ou moins une question que je voudrais poser, quel a été ce déclenchement qui a fait que seule la France, parmi tous les pays européens, s'est décidé à faire ce beau changement en fait. Merci monsieur. Merci monsieur. J'ai quand même du mal à vous entendre dire que seule la France a pris cette voie. Vous me citez comme exemple Malte, qui n'est pas le plus grand pays européen, il me semble. Et en revanche, prenez l'exemple de tous les autres pays européens, puisque c'est l'exemple que vous donniez, qui ont adopté la même technique. Et le Royaume-Uni dont vous me parlez, les gens qui sont contaminés sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Les chiffres ont été donnés. Je rappelle que pour la France, les contaminations aujourd'hui, où il y a plus de 20 000 contaminés par jour, 96% des contaminés ne sont pas vaccinés. Donc on ne peut pas dire des choses qui ne sont pas vraies comme ça et affirmer des choses qui sont fausses. Malte, c'est un exemple qui est très particulier, j'imagine. Je suis désolé, il y a un certain nombre d'activités où vous ne pouvez pas garder le masque. C'est impossible. Quand vous allez au restaurant et que vous déjeunez ou vous dînez en face de quelqu'un, vous ne pouvez pas garder votre masque. Donc il y a plein d'activités sur lesquelles on ne peut pas avoir le masque. Et donc le masque, c'est très bien, c'est une barrière. C'est indispensable de le garder. D'ailleurs, sinon je n'aurais pas pris un arrêté qui le généralisait à nouveau hier. Mais il ne peut pas être la garantie tout. Et qui plus est, pour avoir son masque, il faut ensuite le garder, et y compris obéir et obéir aux consignes qui est de le porter partout. Je suis désolé, je vois tous les jours ici en Guadeloupe, comme d'ailleurs ailleurs en France, plein d'endroits où les gens devraient porter leur masque et ils ne le portent pas. Donc on ne peut pas me dire qu'il y a d'autres solutions qui est le port du masque. Le port du masque, c'est une des solutions, mais ce n'est pas la seule solution. Ensuite, vous ne pouvez pas dire que les pays européens ne prennent pas la même voie ou que la France ne prend pas la même voie que les autres pays européens. C'est la même stratégie qui est développée. D'accord. Alors pour l'instant, en ce qui concerne les commerces, puisque ça revient toujours, les centres commerciaux sont ouverts. Pas au-delà des masques et de la distanciation, il n'y a rien de plus. Alors, vous savez qu'il y a une nouvelle chose qui a été instaurée depuis mercredi, c'est le pass sanitaire. Oui. Donc le pass sanitaire, aujourd'hui, il est mis en œuvre de façon progressive. On a souhaité qu'il y ait du temps pour le mettre en place dans les activités culturelles, sportives et de loisirs. Et ensuite, c'est la loi qui est en cours qui le définira. Il y aura la mise en place de ce pass sanitaire dans d'autres activités, l'hôtellerie, la restauration. L'ensemble des gens qui accompagnent ou qui iront visiter des personnes fragiles ou malades dans les EHPAD, dans les hôpitaux, et puis dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m² a priori. Donc voilà, donc on y appliquera aussi le pass sanitaire. Les définitions exactes de ces critères ne sont pas encore faites puisque c'est la loi qui le fixera, et donc on en saura un petit peu plus en début de semaine prochaine. Donc tout cela pour dire que on aura déjà plus de recul sur la loi, on aura aussi plus de recul sur la situation en Guadeloupe. Alors que dire à cette population, monsieur le préfet, ce soir? Quel est votre message aux Guadeloupéens? Mon message, c'est un message d'espoir. Le message d'espoir, c'est celui de se protéger tous et donc d'avoir une responsabilité collective. C'est de ne pas juste penser à soi, mais penser à tous les autres qui souffrent de pathologies de longue durée, qui sont en situation fragile, et à penser à tous ceux qui ont envie, comme j'imagine tous les Guadeloupéens, toutes les Guadeloupéennes et tous les Guadeloupéens, de retrouver une vie normale, une vie protégée, et ne plus avoir une vie qui soit à la merci de la Covid. Et aujourd'hui, de ne plus avoir une vie qui est à la merci de la Covid, et donc de toutes ces vagues qui arrivent les unes après les autres, eh bien c'est de trouver un moyen de se protéger. Je le disais, il n'y en a pas 50, il y en a 2. Soit on s'isole complètement, mais c'est juste impossible à imaginer dans le temps long. Soit on a une seule solution aujourd'hui, qui est celle qui est mise en œuvre dans la plupart des grands pays, qui est celle de la vaccination. Et donc moi j'invite tout le monde à avoir cet espoir-là, qui ne réside aujourd'hui que dans la vaccination. Des manifestations à venir, alors est-ce que vous êtes prêts pour entendre la voix de la rue? Bien sûr. Oui, je suis, mais c'est ce que je fais depuis que je suis ici, depuis 1 an. Je suis là pour écouter, pour prendre en compte la situation particulière du territoire. Je le fais toutes les semaines quand on parle de la Covid ou quand on parle de l'épidémie, en essayant d'adapter les mesures, en essayant d'anticiper les choses, en travaillant avec les acteurs du territoire, les acteurs socio-économiques, les acteurs politiques du territoire, pour, avec eux, imaginer comment est-ce qu'on peut se comporter le mieux possible pour passer ces vagues difficiles, et surtout pour préparer l'avenir et éviter d'avoir les affronter dans le futur. Est-ce qu'il s'agira d'une négociation avec ceux qui se mobilisent? En fait, on peut y avoir une négociation quand il y a des marges de négociation. Là pour le coup, on n'est pas sur une phase de négociation.
Mais il n'y a pas de marge du tout, en fait. Pour l'instant, c'est le gouvernement décide un certain nombre de sujets. Donc là, les évolutions potentielles, c'est au niveau du gouvernement qu'elles sont décidées. Donc nous serons appelés à nous revoir pour plus d'avancées et à savoir un petit peu cette loi, ce qu'il en sera exactement, et puis aussi faire un point sur les avancées de ce virus en Guadeloupe. Merci Monsieur le Préfet d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis, et puis quant à moi, le message c'est prenez soin de vous et pour que tout un chacun, nous puissions nous retrouver sur ces émissions, que nous puissions aussi échanger, que nous puissions être dans un climat plus serein et que nous puissions aussi garder espoir. Excellente soirée à tous.